Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Le mois de juin a pour thématique les projets de maisons de naissance et les alternatives. Aujourd'hui, il existe 10 maisons de naissance sur tout le territoire français. Cependant, plus d'une vingtaine d'associations de sages-femmes et de femmes œuvrent depuis des années dans l'ombre pour voir naître leurs projets. Alors, pour mieux comprendre comment se construit une maison de naissance, nous avons choisi d'inviter Charlotte, sage-femme, pour nous parler des coulisses techniques et décisionnelles. Les plans, l'organisation, les installations ou encore la décoration, elle nous expliquera qui est décisionnaire et quelles sont les contraintes lorsque tous les feux sont au vert pour ouvrir enfin sa maison de naissance. Après avoir fait des missions dans plusieurs maisons aux quatre coins du monde, elle s'est installée à Castres et travaille actuellement à Doumaïa. C'est donc avec plaisir que Charlotte nous raconte aujourd'hui comment est née cette maison de naissance. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour. On est très contente d'écouter ton point de vue aujourd'hui sur les maisons de naissance. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors, moi, je suis Charlotte Gobert. Je suis sage-femme depuis 10 ans maintenant. Et je travaille à la maison de naissance à Doumaïa depuis 2 ans. J'ai 33 ans. Et voilà, j'ai depuis toujours voulu exercer en maison de naissance. C'est chose faite. Et avant de parler de ta vie professionnelle, est-ce que tu peux définir avec tes mots ce qu'est une maison de naissance ? Une maison de naissance, c'est un lieu où plusieurs sages-femmes et des couples se retrouvent pour mettre au monde leur bébé. Donc c'est très similaire à une maison, juste qu'il y a les naissances en plus. Merci pour cette définition. Maintenant, nous allons parler un petit peu plus de ton parcours avant de passer aux questions sur la thématique du mois. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où tu as été formée, nous raconter un peu ton parcours ? J'ai été formée à Nîmes, dans le Gard, où j'ai fait mes études de sage-femme. Et ensuite, je suis partie exercer ailleurs. Donc j'ai travaillé à Mayotte, entre autres, dans d'autres dom-toms aussi. Et ensuite, j'ai voulu me diriger depuis 2018 vers les maisons de naissance. Et donc, j'ai pu travailler dans 3 autres maisons de naissance avant d'arriver à Castres. Et du coup, à Mayotte, c'était dans quelle structure que tu travaillais ? Alors, on est obligé un petit peu de passer par le gros centre où je suis restée que 2-3 mois parce que c'était pas très agréable ce turnover incessant de bébés et de pas prendre le temps avec les femmes. Et après, j'ai travaillé en Nzoumouni en dispensaire. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus satisfaisant, Oui. plus autonome pour les J'imagine, sages-femmes. ouais. Ouais, c'est ce qu'on nous avait déjà dit dans d'autres interviews. Je me demandais d'ailleurs, tu nous as pas dit pour ta formation, où est-ce que tu avais fait tes stages ? Tu as fait des stages, j'imagine ? J'ai demandé à faire un stage parce que travailler en maison de naissance, c'était mon projet depuis toujours. Je sais pas trop pourquoi c'est venu là, mais voilà. Du coup, je me suis tournée vers les maisons de naissance ailleurs parce que je suis diplômée de 2014, donc il n'y avait pas encore d'expérimentation française. Donc j'ai travaillé à Fribourg en Suisse, un stage de 1 mois à peu près, en plein hiver, sous la neige, dans une maison qui n'était pas du tout accolée à un hôpital. C'était très, très bucolique. Ah, ça devait être super, ouais. Ouais, ça devrait être une belle expérience, ça. Et c'est fou, et du coup, c'est en Suisse, tu disais ? Et en Suisse, il n'y a pas de réglementation de distance à l'hôpital ? Il n'y a pas cette règle-là, non. Donc il y a plutôt un partenariat avec les ambulances pour pouvoir être à tout moment joignable pour être rapatrié, transféré. Mais il y a une distance de 30 minutes. D'accord, Voilà. oui. Et pas cette contiguïté française. Oui, comme les accouchements à domicile en France, en fait. Oui, quand Il faut une distance de 30 organisé, minutes, oui. il me semble, ouais. C'est ça. Du coup, après toutes ces expériences, comment t'as connu les maisons de naissance ? Tu disais que t'avais connu avant même peut-être de commencer ta formation, mais est-ce que tu te souviens comment t'as connu ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les maisons de naissance. Déjà, quand j'ai fait mon mémoire de fin d'année d'études, c'était sur la satisfaction des mères à avoir ou pas une péridurale. Et ça m'a déjà posé la question de est-ce qu'elles l'a souhaité, est-ce qu'elles auraient aimé accoucher autrement, est-ce qu'elles ont été accompagnées pour ça.
Et l'introduction de mon mémoire est une interview de ma grand-mère qui a accouché sans péridurale et dans les premiers cours sans douleur proposés avec son conjoint, à l'époque qui n'était pas le bienvenu en salle de naissance. Et en fait, c'est suite à ces échanges et de voir le grand changement qui s'est produit en 40 ans quand ma cousine a accouché, je me suis dit non mais là en fait il y a d'autres structures qui existent et les femmes peuvent accoucher par elles-mêmes. Et donc c'est là que je me suis renseignée pour exercer en maison de naissance et en premier un stage. En fait, j'étais déjà convaincue quoi. J'imagine. Oui, mais j'imagine que d'ailleurs le stage a dû finir de te convaincre. Quand tu es rentrée de ce stage, comment ça a été reçu en France, Alors vu qu'à l'époque l'expérimentation n'existait pas? Ouais. Déjà le stage ça a été une galère pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que l'école t'aide pas du tout. Il y avait personne qui était allé en dehors de l'Hexagone, parce que même outre-mer on n'y allait pas. Donc c'était plutôt tout un montage. À partir du moment où c'était bon pour moi d'y aller, le retour a été très bref. C'est-à-dire c'était super, j'ai fait un retour à toute ma promo, mais c'est pas pour autant que ça a changé ou qu'il y a d'autres personnes qui y sont allées. Tu vois, ça n'a pas forcément initié des changements. Et les autres élèves et les profs, ils étaient quand même Curieux, intéressés ou... Curieux et surpris que ça puisse être si différemment encadré la naissance par rapport à ici. Et puis, bon, il y avait quand même des choses surprenantes, comme des collègues qui n'avaient jamais vu d'accouchement sans péridurale. Donc à côté, c'était complètement le choc. Ah oui. Ah ouais. Et du coup, la soutenance de stage, ouais, ça s'est bien passé parce qu'avec un jury, des fois, on a des points de vue qui arrivent. C'était bien accepté. Après moi, c'était rigolo parce que dans ma promo, j'avais déjà cette envie en fait de prôner la physio et d'observer aussi comment d'autres femmes accouchent dans d'autres lieux. C'est pour ça un petit peu aussi que je me suis dirigée outre-mer. C'est parce que comme je parle pas anglais, je pouvais pas aller dans des lieux non francophones. Et donc je me suis dit comment voir d'autres fonctionnements. Du coup, Mayotte, mais Mayotte, ça a été une première idée. Ensuite, ça a été plutôt en Polynésie et en Guadeloupe. Après, il y a la Belgique, il me semble aussi, qui est, je sais pas, Julie, si tu sais un peu, mais qui est assez familière des maisons de naissance, ou en tout cas des types maisons de naissance. Ils ont des maisons de naissance, ce qu'ils appellent des gîtes de naissance. Ouais, par exemple, le Cocon à Bruxelles, c'est ce qu'ils appellent un gîte de naissance, et c'est ce qui, en fait, chez nous, est une aile dans un hôpital. Les maisons de naissance, c'est plus similaire en fait à ce que Charlotte vient de dire pour la Suisse. D'accord. Plus indépendant en fait. Ouais, là, c'est des pôles de physiologie. Tout à fait, c'est pour ça qu'ils ont des noms différents pour parler de maison de naissance, de gîte de naissance, etc. Ouais. Après, je suis pas plus calé que ça parce que mais il me semblait c'est juste que j'ai des amis qui ont vécu l'expérience. Juste à la fin de mon parcours aussi, en 2014, j'ai fait un dossier pour travailler au Canada, au Québec. C'est un peu difficile de pouvoir les rejoindre parce qu'il faut faire 6 mois d'équivalence de diplôme à l'école plus des stages et justifier d'une aisance financière pour pouvoir y aller. Pas être un poids pour la société là-bas. Et j'ai pas passé le passage de l'immigration. Ouais. Ils ont serré les vannes à ce moment-là et j'ai pas pu y exercer. Donc en 2015, j'ai pas pu y aller. Mais là-bas, par contre, c'est incroyable parce que 3/4 des naissances se font en maison de naissance. Et s'il y a un problème, on va à la maternité. Donc quand j'avais eu en visio les sages-femmes de l'école, c'était incroyable. J'ai dit, mais c'est exactement ça qu'on devrait faire partout. Après, j'ai pas trop les chiffres aux États-Unis, je me suis jamais trop renseignée là-bas. Moi, j'ai eu un peu une désillusion quand même du fonctionnement, par exemple, en Grande-Bretagne. Parce que j'ai une copine qui allait bosser là-bas après avoir bossé en maison de naissance aussi. Il y a beaucoup de naissances qui se font en dehors de l'hôpital. Par contre, le rôle des sages-femmes n'est pas exactement le même qu'en France. En France, on a beaucoup de compétences, donc on peut travailler en maison de naissance en toute autonomie. Là-bas, elles peuvent être salariées de la structure et être dédiées à s'occuper d'une femme parce que tout va bien. Mais s'il y a besoin de prendre des décisions, s'il y a besoin, en Suisse pareil, elle ne pouvait pas suturer un périnée, donc s'il y avait besoin de ça, soit elle le faisait, elle le disait pas trop, soit on transférait à l'hôpital. Donc il y a quand même cette chance, je trouve, en France, d'avoir toutes les compétences pour pouvoir en fait être vraiment autonome dans notre activité. Et ça se joue au moment de la formation. Oui, complètement. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé à aller travailler en maison de naissance, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été le déclic ou l'opportunité qui t'a permis d'aller dans la première maison de naissance dans laquelle t'es allée? Donc en maison de naissance, soit on est sage-femme de suivi global et on s'engage avec les couples à aller suivre toute la grossesse et à poursuivre jusqu'à l'accouchement, soit on est sage-femme secondaire ou de soutien pour être présente au moment de la naissance et pour plus seconder la sage-femme et être deux, parce que c'est une règle en France, d'ailleurs c'est pas le cas ailleurs. Et du coup,
Moi, j'ai commencé par par être sage-femme de soutien. Et donc, la première opportunité, c'était à Bourgoin-Jallieu, parce qu'il y avait une collègue en libéral qui partait se marier loin et qui avait besoin d'un remplacement. Donc, du coup, je l'ai remplacée en libéral et j'ai pu rejoindre la maison de naissance pour être sage-femme secondaire et du coup assister à 2 naissances là-bas. Et après, j'ai continué de faire comme ça jusqu'à trouver un endroit où on se pose. Parce que pour faire de l'accompagnement global, c'est un renouvellement de 9 mois, tous les 9 mois. Et du coup, la deuxième maison de naissance, t'étais aussi un sage-femme 2, c'est ça? Oui, à Grenoble. Et qu'est-ce qui t'a... C'est une offre que t'as croisée ou c'est de bouche à oreille? Comment c'est venu le fait d'aller travailler à Grenoble? C'est moi qui suis allée chercher l'info. Grenoble était à l'époque une maison de naissance où les sages-femmes étaient salariées de la structure, de la clinique. Et du coup, j'ai travaillé dans la clinique en me disant comme ça, je pourrais rejoindre la maison de naissance. Et puis, comme il fallait beaucoup d'ancienneté dans la clinique, de toute manière, c'était pas mon projet de bosser plus d'1 an dans la clinique juste pour pouvoir intégrer la maison de naissance. Et donc, j'ai pu, comme ça, faire sage-femme de soutien là-bas. Maintenant, elles ont changé de fonctionnement. Ça ressemble plus à une activité indépendante où elles ne sont pas salariées de la clinique. Donc maintenant, elles peuvent embaucher. Donc ça veut dire qu'elles peuvent mettre une offre d'emploi directement. Oui, donc à l'époque, c'est passé par le partenariat. Et après, comment t'as atterri à Doumaya? Alors, c'est assez rigolo. Je revenais de Guadeloupe. Donc là-bas, j'ai pu être sage-femme de soutien au temps de naître en Guadeloupe. Je suis revenue parce que c'était trop loin de vivre outre-mer par rapport à la distance et la famille et tout. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit que j'allais me retrouver, tenter de trouver à accompagner en physiologie. Donc j'ai hésité entre plateau technique et maison de naissance, plus parce que je ne trouvais pas d'offre par rapport à une maison de naissance. Et en fait, je me suis dirigée au plateau technique de Montbazin, donc avec la clinique de Sète, où elles sont 4 sages-femmes, elles recherchaient une 5e sage-femme. Donc ça s'est fait très vite, elles m'ont dit tu pourrais commencer dans quelques mois et tout. Et la 4e sage-femme que je n'avais pas rencontrée, qui était en congé maternité, m'appelle et me dit écoute Charlotte, par rapport à ce que tu décris, je pense que tu devrais quand même te renseigner et aller au moins rencontrer les filles à Castres. Et c'est comme ça que je suis venue les rencontrer il y a 2 ans. Ah, c'est par les sages-femmes de... Par rapport au projet. Okay. C'est excellent. C'est chouette. Voilà. Et donc c'est une sage-femme qui est engagée dans le collectif. Donc en fait, elle savait un petit peu quelles étaient les autres maisons de naissance et probablement les besoins. Parce que là, j'avais pas vu d'offre, non. Je voudrais faire une parenthèse parce que tu as évoqué aussi la Polynésie. Je travaillais aux Marquises pendant... C'est à quel moment du coup? C'est avant la Guadeloupe, après la Guadeloupe? Avant la Guadeloupe. Et donc c'est entre Grenoble et la Guadeloupe, c'est ça? Non, en fait, je suis allée à Mayotte pendant 1 an. Ensuite, je suis revenue. Pendant 6 mois, j'ai exercé près de là où j'ai fait mes études. Ensuite, je suis partie en Polynésie pendant 18 mois. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé pendant 2 ans autour de Grenoble, Bourgoin-Jallieu. Et ensuite, je suis partie en Guadeloupe. Et quand je suis revenue, c'est là que je me suis installée ici. Maintenant qu'on a un peu un aperçu de ton parcours, on va discuter de la thématique du jour, sur notamment les locaux en maison de naissance et leur construction et leur aménagement. Par rapport du coup à ce montage en fait, parce que c'est un montage, on sait en plus que certaines maisons de naissance sont indépendantes, d'autres elles sont à l'intérieur de la maternité partenaire. Comment ça s'organise cette construction de locaux pour une maison de naissance et quel est le rôle et la part de décision des sages-femmes dans la disposition et l'architecture? Alors c'est très particulier parce que du coup Doumaya c'est quand même une aventure particulière puisque donc c'est une maison de 100 mètres carrés qui est dans le parking. Donc ça veut dire que les sages-femmes fondatrices ici, elles ont pu être en lien avec l'ingénieur de l'hôpital et faire les plans et tout décider avec le partenariat. Donc du coup c'est une chance. Et c'est rarement le cas, puisque ça peut être effectivement, comme tu l'as dit, des pièces de la maternité qui sont... on abat juste les cloisons et on décide de l'aménagement intérieur, mais on n'a pas le choix sur toute l'organisation des pièces. Et ou des fois, ça peut être au rez-de-chaussée aussi d'un hôpital. Donc du coup, on est contraint par déjà un certain nombre de choses. Là, à Doumaya, tout était possible. Donc ça s'est vraiment fait sur plan et au choix des sages-femmes. Et du coup, il y en a d'autres qui sont à l'extérieur de l'hôpital, parce que nous, on en entend beaucoup dans les interviews qu'on a, où c'est vraiment dans une aile de l'hôpital. Et... Je crois qu'il n'y en a pas d'autres à côté comme ça. Oui, en France, je crois que c'est la seule Doumaya. Ouais. Et oui, juste, j'ai l'impression que Toumora, je crois qu'elle est collée, mais que c'est pas dedans. C'est une maison individuelle, mais qui est collée à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Mais je crois que la seule vraiment entité à part, c'est Doumaya. Oui. Après, il peut y avoir des entrées aussi indépendantes, même quand on est dans une structure comme à Bourgoin-Jallieu. Oui, à femme, on rentre par l'extérieur. On passe pas par la clinique. Oui. Du coup, ça laisse quand même une certaine possibilité. Liberté. Voilà. Oui, puis c'est ça donne pas la même impression. Quoi. Tu ne rentres pas dans l'hôpital et avec les contraintes de l'hôpital. En tout cas, c'est vraiment indépendant. Oui.
pour les personnes suivies, je pense que c'est aussi plus agréable. Symboliquement, Ouais, c'est ça, j'allais dire, ça représente plus l'idée qu'ils se font sans doute d'une maison de naissance. Donc du coup, tu disais qu'ici, finalement, c'était les sages-femmes qui avaient pu tout dessiner. Elles ont fait les plans, mais est-ce qu'elles avaient des contraintes en termes de normes, je sais pas, de taille? Oui, il y avait la limite du lieu, donc sur ce champ-là, à côté du parking, de taille. Après, elles n'ont pas choisi les matériaux, mais c'était la possibilité d'agencer les pièces. Même s'il y a des petites choses au final qui n'ont pas été faites exactement comme elles auraient voulu. Et bien entendu, après coup, on changerait bien des choses par rapport à l'usage. Ah ben, à l'usage, forcément, c'est encore différent. Mais donc elles ont pu choisir la taille des pièces, la disposition, tout ça. Par rapport à la maternité partenaire, tu dis qu'elles travaillaient donc avec leur ingénieur. Est-ce que malgré tout, les personnes avec qui elles ont créé le partenariat, elles avaient un regard sur ces plans et elles pouvaient... Oui, ils ont été validés par la maternité partenaire, oui. D'accord. Oui, et il y a eu des résistances. Est-ce que ça a été validé du premier coup ou est-ce qu'il y a eu des petites résistances Ça n'a pas toujours été très fluide. Et par exemple, du coup, dans l'entrée, il y a l'entrée qui est bloquée par un carré qui est le WC de l'accueil des patientes. Et en fait, ça devait être une grande pièce pour justement pouvoir accueillir les ateliers et qu'elle ne soit pas coupée comme ça par un angle. Mais une fois que les WC étaient posés là, et donc ça a été rajouté parce qu'il fallait que ce soit une norme handicapée, donc ils sont très grands par rapport à une maison classique. Et ben ça a bouché complètement toute l'entrée. Donc là, c'était pas du tout un choix de l'équipe. Donc c'est ce genre de compromis qui ont été faits. Donc non, c'était pas toujours extrêmement fluide. Et tu disais aussi par rapport aux matériaux, elles ont pas eu le choix. Est-ce que c'est lié aussi à ça ou ça c'est plutôt par rapport à des normes en général, c'est pas la maternité partenaire? Non, c'est plus que ça n'a... Enfin, la décoration, les peintures, oui. Mais pas la structure. Non. Donc le parquet, par exemple, non, c'est pas. Elles avaient pas le regard. Elles avaient le nuancier pour les couleurs, comme les peintures. Mais s'ils avaient voulu mettre un carrelage, elles avaient pas leur mot à dire. Ok. Ce qui n'est pas tout à fait le même délire, quoi. Donc là, c'est par rapport aussi aux normes de la structure. Donc comme c'est un établissement qui reçoit du public de type 5, c'est un petit peu comme les maisons médicales avec ce genre de normes, en fait. Voilà. Okay. Donc accès handicapé, toutes les normes incendie, etc. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, même j'imagine par rapport à tout ce qui est les arrivées d'eau et tout, il doit y avoir tout un tas de choses particulières à ça. C'est quoi que tu appelles type 5 ? Est-ce que tu peux définir pour... C'est un degré de niveau en fonction de la médicalisation. D'accord. Le maximum des niveaux, ça serait l'hôpital avec du coup une norme d'hygiène parce que là, comme vous le voyez, on peut être dans une cuisine avec des mobiliers, par exemple en bois et avec des tissus qu'on peut laver nous, ici, alors que dans une maternité classique, on n'a pas cette possibilité. Okay, oui. Mais par contre, on a Voilà, exactement. Ou un système de lingerie qui n'est pas tout à fait le même qu'ici à Doumaya. Donc ça, c'est parce qu'on est un petit peu en dehors, vraiment comme les maisons médicales plutôt, donc avec plus de liberté. Et une fois que tout était signé, donc ça a été validé au niveau des normes, comme tu disais, par rapport au type 5, par rapport à la maternité partenaire qui avait un droit de regard, leur ingénieur et du coup les sages-femmes qui ont lancé le projet. Une fois que ça a été signé pour les travaux, est-ce qu'il y avait encore un regard sur les décisions en fait? Tout à l'heure tu parlais à l'usage, mais il y a un peu cet entre-deux justement où est-ce que tu peux encore, une fois que tout a été validé, dire ah oui mais finalement est-ce qu'on peut venir adapter tel ou tel truc parce qu'on a réalisé quelque chose? Alors ça me fait penser à quelque chose. Quand elles sont arrivées par exemple les sages-femmes ici, elles avaient prévu dans l'enclos à côté du frigo de mettre une gazinière électrique comme dans toutes les cuisines pour pouvoir avoir un four. Et en fait il faut une gaine spéciale qui n'avait pas du tout été mise en place parce que tout le monde pensait que c'était une salle de repos et pas une cuisine comme à la maison. Donc pourquoi on mettrait un four Et donc ça n'a pas pu être fait. Et quand le retour a été fait à l'hôpital, c'était bon, là on va peut-être pas aller trop loin dans les discussions. Maintenant que le plan il est fait, maintenant que tout est câblé, on va pas revenir là-dessus. Donc tu vois, il y a quelques trucs qui n'ont pas pu être modifiés après coup. Du coup, pas de cuisine pour vous. On a adapté. C'est ça, du coup il y a une plaque électrique et un petit four d'appoint. Quoi. Oui. En fait tu fais à l'électrique du coup. Et puis pareil, une fois que la maison a été inaugurée, donc voilà, une fois que tous les plans étaient faits, que tout était fait, les personnes responsables au niveau de l'hôpital se sont
se sont enjoués du fait que ce soit tous les interrupteurs de toutes les pièces allumés automatiquement. Donc ils étaient ravis de ça et de se dire ça sera facile pour vous. Alors qu'en fait, effectivement, que quand tu rentres dans une maison ou quand tu rentres dans une chambre de naissance, que la lumière s'allume plein phare, c'est absolument exclu. Donc en fait, tous les interrupteurs ont été changés. Et ça, vous avez quand même pu le dire, quoi. Parce et que le faire, là, jusqu'à récemment, encore dans 2 autres pièces, on a continué de faire ça parce que c'était complètement impossible d'avoir ces lumières-là très fortes, ces néons qui s'allument quand tu rentres dans une pièce. Quoi. Oui, c'est pas le principe de la maison de naissance en plus, c'est tout l'opposé du principe. Donc c'est rigolo de voir comme... Et puis comme c'était super bienveillant, mais en fait, ça n'était absolument pas adapté à votre travail, quoi. Oui. Et une fois que, du coup, tous les travaux sont finis, j'imagine qu'il reste à meubler les locaux, à faire des choix. Est-ce qu'il y a des normes spécifiques dans les maisons de naissance, des choses qui ne doivent pas être là, notamment on parlait tout à l'heure d'avoir la possibilité d'avoir des tissus qui sont lavables par vous-même. Est-ce qu'il y a des normes que tu connais spécifiques aux maisons de naissance ? Non. Là, c'est la limite après du ton que l'on veut donner. Donc là, dans la maison de naissance, le but, c'est que tout le monde, parce qu'il y a quand même un accueil de personnes venant d'horizons très variés, et c'est que ça puisse être le plus chaleureux possible, mais aussi le plus neutre possible. Donc il y a une des sages-femmes qui a participé un peu à la charte graphique, on va dire, artistique, pour pouvoir avoir le ton de la maison, plus la déco des chambres. Mais c'est très léger pour pouvoir que chacun se sente bien. Oui, que se sente à l'aise. Oui. Puisque c'est le but quand on vient accoucher ici, quoi. Exactement. Et du coup, c'est très personnel. Il n'y a pas de professionnel qui est spécialisé qui doit vérifier les normes des meubles ou les normes des... Est-ce qu'ils sont bien attachés au mur ? Enfin, je ne sais quelle... Non. Après l'ouverture de la maison de naissance, il y a eu une visite de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, pour la conformité des lieux. Mais après, régulièrement, tous les ans, on a la vérification du matériel médical qui doit être opérationnel. Ça, c'est une obligation. Mais il n'y a pas de conformité du mobilier de la déco. Oui, d'ailleurs, quand on avait fait l'épisode de visite avec Bleuhen, elle expliquait que certains des meubles avaient été faits par des parents ébénistes, je crois. Oui. Ça, et il y en a un qui est en attente d'ailleurs. Exactement, il y en a un qui va arriver bientôt. Après les grands travaux là, de Doumaya, on aura un meuble tout beau, tout neuf. Donc c'est pour ça. Après, ça, c'est nous qui donnons plutôt nos besoins, parce qu'il va y avoir une partie archive, une partie... présentoir de prospectus et une partie bibliothèque. Donc ça, c'est nous qui voyons après avec les artisans qu'est-ce que l'on désire. C'est super d'avoir cette liberté quand même. Et du coup, après ça, comment est-ce qu'on aménage une maison de naissance en tant que telle avec les meubles, notamment quelles sont les installations essentielles qui vous servent pour exercer En premier, je dirais comme une maison. Hein. Donc dans la cuisine, il y a tout ce qu'il faut comme dans votre propre cuisine. Pareil pour les sanitaires et presque les chambres, hein, un grand lit, des toilettes. Et voilà, on fait le choix de camoufler tout ce qui est de l'ordre du suivi médical. Donc tout, comme vous l'avez vu lors de la visite, il y a tout qui est dans des petits meubles pour pouvoir les laisser hors de la vue des couples. Oui. Ensuite, en termes d'urgence, il nous faut un brancard d'urgence, il nous faut des archives. Voilà, il y a un certain nombre de... Mais comme dans toute maison médicale, finalement. C'est pas propre aux maisons de naissance. D'accord. C'est des normes classiques, quoi. Par exemple, il y a des baignoires aussi. Comment est-ce que vous les choisissez, notamment ? Oui, alors les baignoires, il y en a une dans chaque chambre. Il y en a une... c'était un choix qu'elle soit d'angle. Alors, l'angle ne sert finalement pas souvent, parce que c'est rare d'être dedans la baignoire. Donc, c'est un petit peu dans cette idée. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément super adapté. En plus, c'est super compliqué à aller laver là-bas, dans l'angle. Et pour donc la chambre numéro 2, à la base, c'était une petite baignoire un petit peu classique comme on a à la maison. Donc, assez étroite et avec une espèce de... renfoncement sur les côtés qui fait qu'on pouvait même pas mettre ses jambes à quatre pattes, on pouvait pas se mettre en travers de la baignoire. Donc il y a un couple qui a fait un don très généreux après la naissance de leur petite fille et on s'est missionné à aller chercher une baignoire. Donc c'était très rigolo parce qu'on les a toutes essayées avec notre maître pour voir si on rentrait en largeur, en hauteur, on se mettait à quatre pattes, on voyait si le périnée était dans l'eau. Enfin, c'était très très rigolo. Et donc finalement, on a trouvé une baignoire qui est plus courte, très haute, et qui permet de se mettre de manière confortable pour le travail ou pour l'accouchement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est nous qui avons pris la décision des matériaux, et parce que c'était aussi une quantité d'eau, parce que le but du jeu, c'est que l'eau soit chaude tout le temps, donc, tout au cours du travail qui peut durer plus ou moins longtemps. Donc voilà, on a réfléchi tous nos impératifs, et puis on a trouvé cette baignoire. J'imagine. Ça me rappelle Bleuhen dans l'épisode justement de visite qui racontait que normalement on préconisait de voir aussi à travers et potentiellement d'avoir une porte, mais qu'en réalité ça ne fonctionne pas puisque le but c'est d'être dans l'eau et au moment si vous devez en sortir,
c'est un peu urgent, donc en fait on peut pas ouvrir la porte avec l'eau dedans. Oui, Du coup, alors c'est ouais, plein de choses à penser. c'est ça. Après, moi, dans d'autres maisons de naissance, il y en avait donc des grandes baignoires avec la porte qui s'ouvre. Donc, en fait, le truc, c'est que la baignoire doit être positionnée sur une espèce d'estrade pour que quand même la femme puisse en sortir sans non plus faire un pas de géant pour pouvoir descendre de cette baignoire qui est du coup très très haute. Oui, Pour éviter de devoir ouvrir avec la baignoire pleine et que ça inonde toute la maison. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est tout Non, bien sûr. un truc à penser, quoi. Et aussi, je me dis, ça devait être drôle parce que je pense que tout le monde se met pas à quatre pattes dans les baignoires pour les tester dans le magasin. Tu vois. Je vois deux nanas avec un mètre ruban en train de faire des trucs. Qui teste toutes les qui testent positions. toutes les positions dans la baignoire. Je pense que au niveau des marchands là, ils devaient se poser des questions. Enfin, à moins que vous leur ayez expliqué. Ah, je sais complètement, pas. c'était très sympa. Elle est venue nous voir, je peux vous aider. Et là, quand on lui a expliqué pourquoi c'était et dans quel but, déjà, elle était très intriguée. Puis, accouchement dans l'eau, voilà, c'était de toute manière très curieux. Et oui, oui, non, ça a été bien pris. Puis, ça fait parler de la maison de naissance et d'autres pratiques Ouais. dans la baignoire. C'est cool que vous ayez trouvé. Elle est assez particulière, en effet, cette Oui. baignoire. Puis, elle convient bien, là. On Ouais. est de retour. Ça y est, Ouais, c'est cool. adopté. Du coup, il y a plus de gens qui choisissent, qui choisissent cette chambre grâce à la baignoire. Non. La baignoire d'angle, elle attire La baignoire beaucoup. d'angle attire. Et Ouais. après, c'est les tons des chambres. Peut-être, ouais. Voilà. Il y en a Il y a une un bleue ton, et voilà, une plutôt orange. bleu, Ouais. plutôt orange, et c'est ça qui détermine, je crois. Et puis beaucoup, quand elles choisissent pas, elles vont droit devant, et droit devant, c'est la chambre de la baignoire d'angle. Le plus court. Depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de d'Oumaya, mais comme tu nous as dit que tu avais travaillé dans d'autres maisons de naissance, est-ce qu'il y a des différences flagrantes? Enfin, là, tu nous parlais notamment de grosses baignoires avec les estrades et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres différences dont tu peux nous faire part et qui seraient intéressantes à observer? Par exemple, à la maison de naissance en Guadeloupe, donc, qui maintenant a déménagé de lieu, le couloir de la maternité séparait la salle de préparation à la naissance, la salle de consultation et la salle on va dire, de rencontre, la cuisine, de la chambre de naissance. Il y avait un couloir entre Il les y deux, avait c'est un ça? couloir Ok. qui menait des urgences générales à la maternité. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui n'est même Assez pas particulier. un groupe, enfin Des pièces, quoi. une Ouais. pièce, tu vois. Ouais, les pièces sont pas rassemblées. Par exemple, après à Grenoble, comme c'est c'est un angle de la maternité avec quelques chambres qui ont été utilisées pour faire un couloir, une entrée assez chaleureuse et avec plusieurs pièces comme ça tout autour. Chacune des maisons a agencé comme elle a pu en fonction de l'espace qu'on leur a permis d'avoir, plutôt. Parce que ça vient plutôt dans ce sens-là. Après, au niveau de la maison en elle-même, le ton est quand même donné par les sages-femmes qui y sont. Donc c'est comme ici les choix des couleurs qui vont avec le logo, qui vont avec cette ambiance un peu chaleureuse, ça c'est un choix propre. Chacune aura des En fonction des goûts, quoi. particularités. Oui, c'est ça. oui. Des idées de chacune. Et pareil pour les chambres de naissance, donc la baignoire dont on parlait, elle est immense et donc suivant la taille de la pièce, on ne peut pas se le permettre. Et donc par exemple en Guadeloupe, la pièce était beaucoup plus biscornue, la chambre de naissance, et du coup il y avait moins d'espace pour se mouvoir. Nous on a estimé qu'ici le but c'est qu'il y ait le plus d'espace possible au sol pour que les femmes soient libres de bouger. Et ça c'est aussi un choix propre à chacun et par rapport à l'espace possible, oui. Et donc ça nous mène à la déco. Ben, la déco dépend de chacun des endroits. Donc nous, par exemple, ici, donc on a un choix de couleurs un peu dans les tons orangés, rouge, rose, coquille d'œuf, Oui. assez chaud. Et on a récemment réfléchi à comment exposer tous les bébés, comment exposer les 344 bébés qui sont nés entre mars 2017 et fin 2023. Et du coup, on est parti sur une déco d'un arbre géant dans l'entrée que vous avez vu du coup en présentation la dernière fois, pour pouvoir dans chaque pétale de l'arbre avoir le prénom et la date de naissance de tous les bébés nés à Doumaya. Oui. Et cet arbre, il a été dessiné par une usagère qui a accouché d'ici de son premier bébé. Et c'est les usagers qui avaient offert aux sages-femmes à l'époque un livre d'or. Ouais, un recueil voilà, de naissance. De récits, ouais. Et c'est là qu'elle avait dessiné cet arbre, et c'est cet arbre qui finalement a été fait. Il me disait quelque chose, cet arbre, j'avais pas capté que c'était celui du recueil. Et donc on l'a fini là, très récemment, la fin janvier, on a pu inscrire tous les bébés jusqu'à fin décembre 2023. Et elle est venue voir l'arbre final, donc c'était assez rigolo d'avoir la même personne qui l'avait dessiné et qui était là pour la fin. Oui, il est extraordinaire cet arbre. Et du coup, il y a même des branchages du coup, qui font le tour du hall. Voilà, ouais. L'arbre s'étale vraiment dans tout le hall de la maison de naissance. Oui, quoi. pour continuer d'inscrire de nouveaux enfants. C'est ça. Dans nos interviews, il me semble... Mais alors, quand les femmes, elles en parlent, on n'a pas toute l'architecture
exact, mais il me semble qu'il y a des femmes qui ont parlé de baignoires qui n'étaient pas au même endroit que les lits. Je sais pas si tu as déjà entendu où ils font des espaces carrément en salle de bain, ou c'est ces fameuses baignoires qui sont énormes et peut-être qui peuvent pas accueillir un lit à côté. Oui. Des fois, les pièces sont comme un petit peu coupées en deux. Alors, j'ai vu des maisons de naissance où c'était juste simplement un rideau qui, par exemple, séparait la grosse baignoire qui prend presque la même place qu'un lit double. Oui. Voilà, dans 2 parties de la pièce, mais dans la chambre. Et après, j'ai pas vu, mais j'imagine que oui, il peut y avoir des maisons où c'est dans la salle de bain qu'il y a la baignoire. Nous, on a choisi ici que la baignoire soit dans la pièce avec le lit et dans la pièce, dans la chambre, et que les toilettes soient juste séparées, en fait. Oui, mais il y a des toilettes spéciales dans la chambre, c'est pas les toilettes de l'entrée, quoi. Oui. Il y a vraiment une chambre, c'est comme une chambre d'hôtel, en fait. Il y a juste la baignoire qui est à côté du lit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Par rapport aux lieux, aux différentes, aux aménagements, moi je pense toujours aux nouveaux projets de maisons de naissance. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est renseignez-vous beaucoup avant de construire un plan. Parce que là, nous, par exemple, on a 2 chambres qui sont contiguës, donc ça veut dire qu'on s'entend accoucher quand il y a 2 femmes qui accouchent en même temps. Et ça, c'est particulier, quoi. Voilà. Donc, juste de pouvoir voir ce qui a été fait, et c'est pour ça, moi, je trouve ça super enrichissant d'avoir vu ailleurs, pour se rendre compte qu'on peut agencer différemment pour que ce soit encore plus agréable. Finalement, c'est presque les réflexes d'une maison. Dans une maison, on met les chambres au même endroit et on met la cuisine, mais en fait, c'est à la fois comme à la maison et à la fois, ça reste un endroit un peu professionnel où on vient exercer et on vient accoucher aussi, et du coup, il y a d'autres choses à penser, quoi. D'autres critères. Mais du coup, oui, c'est bien de... Parce qu'en fait, les maisons de naissance se battent tellement pour ouvrir sur d'autres points que l'architecture, que du coup, j'imagine que les maisons de naissance se partagent peut-être moins ces conseils-là. Oui, et pourtant, c'est capital, parce que, par exemple, avoir dans une maison une partie où on peut consulter, une partie où les naissances peuvent avoir lieu, et que ce soit concomitant, ça permet d'être disponible et sur son lieu de travail quand il y a une naissance en cours, sans se déranger. Alors que nous, quand il y a une naissance ici, tout le monde part. C'est pas le plus pratique, en fait, pour exercer. Oui, et puis après, il y a la dimension que tu disais tout à l'heure, de toute façon, où quand c'est à l'intérieur de la maternité partenaire, de toute façon, t'es contraint par les murs, ou quand tu parlais du temps de naître, le fameux couloir, ce genre de choses. C'est qu'il y a aussi l'adaptation dans le cas où, contrairement à Doumbaya qui a eu la chance d'avoir une indépendance. Mais à Grenoble, c'était le cas, par exemple, parce qu'il y avait l'entrée, il y avait les salles de consultation, et ensuite les chambres étaient séparées, par exemple, par un petit local, que ce soit pour mettre un peu de rangement, ou par la salle de prépa. C'est super bien pensé. Parce qu'effectivement, on ne se dérange pas quand on accouche en même temps. Même si des fois, ça peut être encourageant. C'est tout l'un ou tout l'autre, c'est comme tout, on ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Mais c'est vrai que dans les récits qu'on a enregistrés jusqu'à présent, il y en a une ou deux qui disaient que ça... Au début, elles se disaient que ça allait peut-être les déranger, et que, in fine, en fait, ça a été plutôt un bon moment, enfin, je sais pas. Après, j'imagine des naissances où il y en a plusieurs, c'est pas non plus tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas à chaque accouchement que vous avez cette configuration non plus, quoi. C'est sûr. Non, et puis, de toute façon, quand tu fais ton suivi dans les locaux, tu connais les locaux. Oui, tu sais à quoi t'attendre d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est une question que j'avais posée, de dire, mais comment ça se passe s'il y a plusieurs naissances en même temps? Bah oui, potentiellement, tu vas t'entendre. En fait, le jour où t'accouches. Oui, ça peut être secondaire, c'est vrai. Et sinon, est-ce que vous avez pris des décisions d'installation qui finalement se sont avérées devenir un frein, comme tu disais, notamment ces chambres à coller, ou même du mobilier, où vous vous êtes retrouvés à dire, ah mince, pas pratique du tout finalement pendant l'exercice, quoi. Du coup, il y avait cette première baignoire. N'était pas adapté. Après, il y a eu beaucoup d'aides de parents, puisque du coup, il y a beaucoup de déco qui est venu des parents. Donc, dans le bureau, il n'y avait pas en fait de pièces pour que la sage-femme puisse se poser. Donc, on a un bureau où une petite partie est occupée par le chariot d'urgence, une petite partie par le côté vraiment bureau, paperasserie. Et puis, en fait, au milieu, il y a un couple d'artisans qui a construit tout un meuble pour pouvoir avoir du rangement en haut et une banquette pour pouvoir dormir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été pensé, par exemple. Oui, vous y avez pensé après coup, quoi. Oui, avec l'espace qu'on avait, assez petit pour cette pièce. Oui, il y avait eu aussi l'histoire du rideau dans les toilettes qui a été fabriqué parce que la fenêtre n'avait pas de volet et que c'était le seul espace qui faisait de la lumière dans la pièce. Exactement. Je me souviens aussi de cette histoire. Merci en tout cas de nous avoir un peu expliqué tout ce qu'il en était de cette construction, de cette architecture et de l'ameublement de cette maison de naissance. Et pour finir, on aimerait savoir ce que t'apporte le fait de travailler en maison de naissance. Ce que je trouve super important, c'est de voir comment les femmes sont capables de faire
pour mettre au monde leur bébé. Cette confiance et cette particularité de chacune, en fait, j'apprends tous les jours. Et tous les jours, je me dis, je ne sais même pas comment ça va se passer. Je sais même pas... En fait, je ne sais pas grand-chose. Ça me repousse dans mes retranchements de non-savants. C'est génial. Ouais, j'imagine. Un exercice d'humilité, quoi. Ah, complètement. Complètement. Et puis il y a tellement de profils, je doute pas du fait que... Non, mais le monde de la naissance, c'est quand même le grand inconnu. Et c'est rigolo parce que tous les couples nous demandent quand est-ce que mon bébé va arriver, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver. Et en fait, on n'a jamais les réponses, mais on dit toujours, on soutient toujours. Et en fait, ça va. Ouais. On a besoin que de ça. Et puis ce qui est incroyable aussi, c'est que les personnes que tu rencontres en suivi ne sont certainement pas les mêmes en accouchement aussi. Et du coup, ça doit créer encore une autre dimension, au-delà d'avoir des personnes différentes d'un couple à l'autre. Oui. On se retrouve aussi le jour J. La façon de réagir, quand même le suivi sert à ça, c'est-à-dire à connaître la personne. Il y a une autre dimension plus animale, notamment. On entend beaucoup des gens qui disent « moi, je ne m'attendais pas à le vivre comme ça ». Et d'ailleurs, cette personne, des fois, on ne la revoit plus. Parce que c'est vraiment propre au moment de la naissance. Et, ah oui, tu veux dire... ça disparaît. Et dans sa mémoire, des fois, de « ah bon, j'ai été comme ça ». Et donc, le récit du couple est super intéressant après. Et cette personne, on ne la revoit jamais, des fois. Oui, j'imagine. Ça reste dans l'intimité et qui ne ressort pas en dehors. Et puis c'est surtout un état très particulier, quoi. Au-delà de l'intime, c'est qu'en fait, tout ce qui traverse la mère au niveau hormonal, sensations et tout, c'est quelque chose d'unique. Et même d'une naissance à l'autre, je pense que tu peux réagir totalement différemment. Enfin, je pense. Je suis sûre. En tout cas, juste par rapport à ce que tu disais, je trouvais que tu dis, on nous demande tout ça, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais y arriver, et tu parles du soutien. Je trouve ça intéressant en fait que tu parles toi de l'exercice d'humilité au quotidien, où tu dis mais moi je sais rien. Et pourtant toutes les personnes qui viennent ici, c'est parce qu'elles ont confiance en vous, parce que vous êtes des professionnels qui vont réussir à les accompagner jusqu'au bout. Et c'est trouver cette espèce d'équilibre où t'es humble, mais en même temps t'es la personne. Tu sais, voilà, c'est ça, tu sais, tout ça. En ayant ce recul. Oui. Et du coup, on sait, alors par nos études, par l'expérience, par les lectures, par les échanges, et surtout par l'exercice des femmes. C'est les femmes, moi, qui m'ont montré qu'elles étaient capables. C'est quand je les voyais danser alors qu'elles étaient sur le point d'accoucher, je me dis mais c'est possible ça. Voilà. Et là j'étais largement diplômée. Donc non, c'est génial effectivement d'être forte, mais en même temps c'est le couple qui donne son tempo et son désir. Ouais. Avant de nous quitter, on aimerait te poser une toute dernière question, qui est la question phare de fin. Est-ce que tu as une petite astuce à partager pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se préparent notamment à un accouchement physiologique ? Quelque chose que je dis à tous les couples, c'est que j'étais pas là quand ils ont créé ce bébé et qu'a priori ils l'ont fait très bien, tout seuls, avec leur manière de faire. Oui. Et que probablement au moment d'être dans la chambre de naissance, c'est cette intimité, cette sécurité et ce partenariat, cette équipe qu'on doit retrouver. Et donc en fait, ça n'appartient qu'à eux. Oui. Merci pour tout ce partage. On espère que les professionnels qui nous écoutent ou les personnes curieuses d'en savoir plus auront pu trouver des réponses sur notamment toute cette construction qui n'est pas partagée toujours au grand jour. Et on est ravis aussi d'avoir pu partager ce moment avec toi. C'était très sympathique. Et on te souhaite une belle carrière pleine de jolies naissances. Merci beaucoup et merci à vous pour tout le boulot que vous faites. C'est trop important et c'est génial de pouvoir partager comme ça. Merci. À bientôt Charlotte. À bientôt. À bientôt Charlotte. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.